L'enseigne usée au-dessus du bistrot d'Hervé vacillait sous le lampadaire détrempé par la pluie. Élise Leclerc, une serveuse surmenée avec des rêves plus grands que son minuscule appartement, ne se doutait pas que ce service allait changer sa vie pour toujours. Tout a commencé lorsqu'un bel inconnu dans un costume impeccable s'est glissé dans la banquette numéro 5. Un tourbillon de curiosité a saisi le cœur d'Élise, et elle s'est sentie attirée par son doux sourire. Encouragée par une vague d'audace qu'elle ne se connaissait pas, elle a fait l'impensable, déversant ses sentiments secrets sur son addition. Élise était loin de se douter que cette simple confession allait se transformer en une histoire aux rebondissements, aux chagrins et aux espoirs inimaginables. La vie d'Élise Leclerc avait autrefois été peinte de couleurs vives. Les dîners de famille sous des lampions lumineux dans la modeste maison de ses parents à Vaux-en-Velin, près de Lyon. Les après-midi paresseux à lire des romans d'amour à la bibliothèque municipale et l'espoir d'échapper un jour au cycle de précarité qui avait hanté son enfance. Maintenant, à 25 ans, elle sentait ses couleurs virer au gris. À l'intérieur du bistrot d'Hervé, elle était confinée par les banquettes en vinyle qui grincent, le cliquetis des assiettes ébréchées et le flot incessant de clients fatigués qui ne laissaient jamais assez de pourboire. Sa routine était douloureusement prévisible. Elle se levait avant le lever du soleil, s'affairait dans la cuisine exiguë de son studio miteux et prenait le premier bus pour le centre de Lyon. Sa première tâche chaque matin était de réapprovisionner les filtres à café et d'essuyer les comptoirs collants que ses collègues avaient négligés pendant le service de nuit. Le bistrot d'Hervé appartenait à un homme nommé Hervé Schmitt, un ancien cuisinier qui avait raclé assez d'économies pour ouvrir son propre établissement. Hervé avait bon cœur, mais avec une affaire qui peinait à joindre les deux bouts, il ne pouvait pas payer son personnel plus que le SMIC. Pourtant, Élise continuait de venir. Elle le devait. Ses parents, bien que la soutenant moralement, ne pouvaient pas l'aider financièrement. Elle était seule, déterminée à se construire une vie meilleure que celle qu'elle avait laissée derrière elle. Certains soirs, elle s'effondrait de fatigue dans son lit, pour se réveiller et tout recommencer. Pendant ce temps, son uniforme usé était perpétuellement couvert de farine et de graisse. Son seul réconfort venait de petites joies. Une pause l'après-midi avec sa collègue devenue sa meilleure amie, Julie Martel, et le maigre filet de pourboire qu'Élise cachait dans un bocal en porcelaine étiqueté « Fonds d'évasion ». Les bonnes semaines, elle pouvait mettre de côté 20 ou 30 euros supplémentaires qu'elle destinait à un rêve futur. S'inscrire dans un IUT local pour éventuellement poursuivre une carrière dans le marketing. Élise avait toujours été douée pour les idées, pour la présentation, pour rendre le banal extraordinaire. Elle avait juste besoin d'une chance de le prouver. Un matin d'hiver gris, alors que les nuages pesaient lourdement sur l'horizon, Élise serra son mince manteau plus fort autour d'elle et se précipita dans le bistrot. La cloche au-dessus de la porte tinta, et elle força un sourire en voyant la salle presque vide. Julie, la seule autre serveuse de service, lui lança un regard compatissant. Avec si peu de clients, Élise savait que son pot à pourboire ne se remplirait pas ce jour-là. Elle fit bonne figure, se rappelant une petite victoire de la veille. Elle avait économisé assez pour enfin réparer la fuite de son évier de salle de bain. Ce n'était pas glamour, mais c'était un pas vers la stabilité. En saluant le couple de personnes âgées penchées sur leur café dans une banquette d'angle, elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à la grande fenêtre, souhaitant que quelque chose, n'importe quoi, change. Élise ignorait qu'un seul inconnu s'apprêtait à plonger sa vie prévisible dans une tempête imprévisible, transformant chaque certitude en une question palpitante. Elle explorait souvent les méandres de ses pensées, se demandant ce que l'avenir lui réservait, si elle serait à jamais condamnée à cette existence monotone. Ses mains, bien que jeunes, portaient déjà les marques d'un travail acharné, les petites coupures et les rougeurs causées par l'eau chaude et les produits de nettoyage. Chaque soir, en rentrant, l'odeur de friture et de café rassis semblait s'accrocher à ses vêtements et à ses cheveux, un rappel constant de sa condition. Elle rêvait d'une vie où elle pourrait utiliser son esprit, sa créativité, plutôt que de simplement servir des plats à des gens qui la voyaient à peine. Le fonds d'évasion était plus qu'un simple bocal. C'était un sanctuaire, un symbole tangible de ses aspirations. Chaque pièce, chaque billet, était une brique de plus dans le mur qu'elle construisait contre le désespoir. Quand il a franchi la porte, Élise l'a presque manqué. Une rafale de vent et une averse de pluie ont battu la vitre, et tout ce qu'elle a vu, c'est sa silhouette, une grande silhouette dans un trench-coat élégant, serrant un petit sac d'ordinateur portable contre lui. Puis l'enseigne au néon de la fenêtre du bistrot a vacillé, illuminant le visage de l'homme. Il a essuyé l'eau de pluie de ses cheveux sombres, révélant des yeux qui semblaient contenir une intensité à la fois calme et magnétique. Ses mouvements étaient fluides et confiants, comme s'il appartenait à un monde bien plus sophistiqué que les humbles banquettes d'Hervé. « Bonjour », dit Élise, la voix enjouée d'une politesse de circonstance. Il fit un léger signe de tête, offrant un doux demi-sourire qui la désarma. « Bonjour », répondit-il. « Je peux m'asseoir n'importe où. »« Bien sûr, où vous voulez. »
Il choisit la banquette numéro 5, près de la fenêtre, bien que tout le bistrot fût pratiquement vide. Élise se demanda s'il aimait la vue sur la rue, ou s'il voulait simplement de l'espace. Il retira son manteau et le plaça soigneusement à côté de lui. Le costume gris sur mesure en dessous et le reflet d'une montre coûteuse à son poignet confirmèrent les soupçons d'Élise. Il était définitivement déplacé dans ce vieux bistrot. Elle s'approcha avec son carnet. « Je peux vous servir un café pour commencer. » Il hocha la tête. « Un café noir, s'il vous plaît. » Élise griffonna avec son stylo, tremblant plus que d'habitude. Quelque chose chez lui, cette confiance subtile, la chaleur dans son regard, la déstabilisait. Elle avait servi de nombreux professionnels bien habillés auparavant, beaucoup d'entre eux, les yeux méprisants rivés sur leur téléphone, ne prenant jamais la peine de lui jeter un regard. Mais cet homme la regardait directement, comme s'il voyait à travers son sourire forcé et son désir silencieux. « Tout de suite, » réussit-elle à dire. « Et vous désirez la carte, s'il vous plaît » dit-il. Elle lui en tendit une, remarquant ses ongles soignés, les boutons de manchette en or qui scintillaient sous les néons. Elle faillit laisser tomber la carte. Quand elle revint avec son café, il la remercia. Sa voix était basse, mais douce, chaque mot soigneusement mesuré. Alors qu'elle se retirait derrière le comptoir, Élise ne pouvait s'empêcher de trouver des raisons de le regarder. Elle fit semblant d'essuyer la machine à café, jetant des coups d'œil par-dessus son épaule. Il lisait la carte avec un air de concentration, comme si elle contenait les secrets de l'univers. Julie se glissa à côté d'Élise, un large sourire aux lèvres. « Il est magnifique » chuchota-t-elle. « Tu devrais lui parler davantage. » Les joues d'Élise s'empourprèrent. « Je le connais à peine. »« Peut-être qu'il est temps que tu apprennes à connaître quelqu'un » la taquina Julie. « Ce bistrot est un trou noir d'opportunités manquées. » Avant qu'Élise ne puisse répondre, elle vit. L'homme levait la main. Juste un petit geste. Rapidement, elle se dirigea vers sa banquette. Son cœur battait la chamade et elle faillit trébucher sur une fissure dans le sol. Il leva les yeux. « Je prendrai l'omelette aux épinards et au cheddar, et peut-être une tranche de pain complet. »« Bien sûr, » dit Élise. « Ça arrive tout de suite. » Elle arracha le bon de commande de son carnet, ne sachant pas pourquoi sa poitrine était si serrée. Quelque chose était en train de se produire, un changement dans l'air autour d'eux, mais Élise était encore trop perdue dans son train-train quotidien pour imaginer ce que cela pourrait signifier. Cette rencontre inattendue la sortait de sa torpeur habituelle, comme une note de musique claire et surprenante au milieu d'une mélodie monotone. Elle se sentait à la fois nerveuse et étrangement vivante, une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Le reste de sa première visite se déroula tranquillement. Il mangea son repas lentement, savourant chaque bouchée comme s'il s'agissait d'une expérience gastronomique. Élise fit de son mieux pour ne pas le fixer, mais de temps en temps, ses yeux revenaient vers lui. Elle remarqua la façon réfléchie dont il mâchait, comment il tapotait légèrement ses doigts sur la table comme s'il orchestrait une mélodie silencieuse. Quand il demanda l'addition, elle s'approcha avec la note glissée dans un porte-addition en cuir. La curiosité lui brûlait l'esprit. Était-il de Lyon? Était-il juste de passage? Il y avait tant de questions qui tourbillonnaient dans sa tête qu'elle n'oserait jamais formuler à voix haute. Il lui fit un petit signe de tête en guise de remerciement, puis sortit une carte de crédit de son portefeuille. Les yeux d'Élise se posèrent sur le nom, mais il la tenait juste hors de sa vue. « C'est probablement mieux comme ça », se dit-elle. Les clients et le personnel gardent toujours une certaine distance. « Merci d'être venu », dit-elle, d'une voix si douce qu'elle se demanda s'il pouvait même l'entendre. « Merci pour l'excellent service. Je reviendrai certainement. » Son cœur s'emballa à cette pensée. Puis il fut parti, retournant dans la matinée pluvieuse aussi discrètement qu'il était entré. Quelques jours plus tard, la vie au bistrot d'Hervé reprit son cours habituel. Hommes d'affaires grincheux, mères célibataires épuisées et étudiants qui comptaient leurs sous. Élise se surprit à rejouer des moments de la visite de l'inconnu, espérant à moitié qu'il pourrait revenir. Julie la taquinait sur son béguin secret, et Élise le niait avec des protestations peu convaincantes. Mais chaque fois que la cloche de la porte tintait, les yeux d'Élise se levaient, une lueur d'espoir brillant jusqu'à ce qu'elle réalise que ce n'était que la foule habituelle. Puis, un mardi après-midi particulièrement orageux, il revint. La cloche sonna, et il entra, portant le même trench-coat et le même sac d'ordinateur portable. Ses cheveux étaient humides de l'averse, et il sembla secouer le froid en se glissant dans la même banquette numéro 5. Elle ne put retenir le sourire qui se dessina sur son visage. Elle prit une tasse de café frais et s'approcha. « Bon retour », dit-elle, un peu trop vivement. Il lui sourit en retour. « Merci. C'est bon d'être de retour. » Alors qu'elle notait sa commande pour le déjeuner cette fois, un sandwich au poulet grillé et une tasse de soupe à la tomate,
Elle se sentit audacieuse. C'était peut-être les taquineries incessantes de Julie ou sa propre curiosité à propos de cet homme énigmatique. Elle voulait en savoir plus. Au moment où elle déposa son addition, son esprit s'emballa. Elle osa griffonner en bas dans son écriture soignée et penchée. « J'espère que vous avez apprécié votre repas. Merci d'avoir égayé ma journée. » Ce n'était pas exactement une confession de son béguin, mais c'était plus direct que tout ce qu'elle avait jamais écrit à un client. Après qu'il eut payé, elle ramassa le porte-addition et l'ouvrit discrètement derrière le comptoir. Elle remarqua qu'il avait laissé un mot à son tour sur une serviette en papier. « Merci pour votre gentillesse. Je suis sûr que vous égayez de nombreuses journées. » Ses joues s'empourprèrent, son cœur battant à tout rompre. Elle plia le mot, le rangeant précieusement dans sa poche, inconsciente du chaos que de si petits gestes finiraient par déchaîner. Ce simple échange de notes était devenu un point lumineux dans sa routine, une petite étincelle qui promettait quelque chose de différent, quelque chose de plus. Elle se sentait comme l'héroïne d'un de ses romans, au début d'un chapitre excitant. Au cours des semaines suivantes, l'homme devint un habitué du bistrot d'Hervé. Parfois, il arrivait le matin, commandant un café noir et des œufs brouillés. D'autres fois, il passait pour un déjeuner tardif, s'asseyant tranquillement alors que l'agitation de la foule de midi passait. À chaque visite, Élise ressentait une nouvelle vague d'anticipation mêlée à une dose de nervosité. Elle apprit à se préparer au moment où elle verrait ce trench-coat familier entrer dans le bistrot. Elle ne connaissait toujours pas son nom. Il signait ses reçus de carte de crédit trop rapidement ou inclinait la carte pour qu'elle ne puisse pas le lire. Mais ils établirent une routine d'échanges amicaux. Élise se surprit à s'ouvrir petit à petit. Elle lui raconta la fois où elle avait failli incendier la cuisine de sa mère en essayant de faire des beignets à l'âge de 10 ans, ou comment elle avait d'une fois servi l'assistant personnel d'une célébrité locale dans un restaurant chic du centre-ville où elle travaillait auparavant. Ce petit bout d'histoire était une étrange source de fierté. Elle n'avait jamais rencontré la célébrité elle-même, juste quelqu'un de son personnel. Mais à ce moment-là, cela semblait être une anecdote pétillante à partager. L'inconnu écoutait attentivement, offrant parfois un rire doux ou une question qui témoignait d'un intérêt sincère. Ses propres histoires étaient vagues. Il voyageait fréquemment pour affaires, passait la plupart de ses journées en réunion et avait récemment décidé qu'il avait besoin d'un changement de rythme. Un jour, après lui avoir servi une part de tarte aux cerises, Élise sentit son cœur battre dans sa poitrine. Elle se sentait ridicule comme une écolière nourrissant un premier béguin. Mais il y avait quelque chose chez lui, quelque chose de stable, de réconfortant. Elle voulait savoir ce qui se cachait derrière sa personnalité réservée. Pendant une accalmie en fin d'après-midi, avec seulement 2 autres clients dans le bistrot, Élise rassembla le courage de s'attarder à sa banquette. Elle ramassa son assiette vide et hésita. « Vous venez toujours ici seule », laissa-t-elle échapper. « Vous n'avez pas de collègues dans le coin, ou ?» Il eut un demi-sourire pensif. « Si, mais ils ne partagent pas mon goût pour les bistrots tranquilles avec des tartes maison. » Elle rit. « Vous faites sonner ça comme un régal gastronomique. »« Ça l'est, » l'assura-t-il. « Et vous, Élise ? Ça fait un moment que vous êtes ici, je suppose. » Elle hocha la tête. « Un peu plus d'1 an. C'est stable. Pas exactement ce que je veux faire pour toujours. J'ai de plus grands rêves, vous savez. » Il jeta un coup d'œil à son badge. Une personne avec de l'ambition. C'est rafraîchissant. Ses joues brûlèrent au compliment. Elle voulait en dire plus, mais un groupe d'adolescents bruyants entra, la ramenant à la réalité. Le devoir l'appelait, et le moment était passé. Ce n'est que plus tard, en préparant une nouvelle cafetière, qu'elle réalisa qu'elle avait laissé échapper qu'elle avait de plus grands rêves, une vérité qu'elle osait rarement dire à voix haute. Mais elle se sentait en sécurité avec lui, d'une manière étrange, même si elle ne savait toujours pas qui il était vraiment ni l'étendue des secrets qu'il portait. Chaque conversation avec lui était comme une fenêtre entr'ouverte sur un monde qu'elle ne faisait qu'imaginer, un monde de possibilités infinies loin des comptoirs collants et des additions à calculer. Son ambition, longtemps endormie sous le poids de la nécessité, commençait à s'éveiller. La vie a une façon de rappeler aux rêveurs que la réalité peut être dure. Élise le découvrit assez vite lorsqu'un matin, elle se réveilla pour trouver son électricité coupée. Elle fouilla dans des piles de courriers non ouverts, trouvant un dernier avis de la compagnie d'électricité. Ses maigres salaires ne s'étaient tout simplement pas assez étirés entre le loyer, les courses et l'achat occasionnel de nouvelles chaussures de travail. Après un appel frénétique à la compagnie d'électricité, elle rassembla tout ce qu'elle avait dans son portefeuille. Mais ce n'était toujours pas assez. Quand Élise arriva finalement chez Hervé ce jour-là, en retard et énervée, elle sentit des larmes lui piquer les yeux. Elle essaya de faire bonne figure, mais Julie remarqua sa détresse. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda doucement Julie, près de la machine à café. Élise expira, les épaules affaissées. « Ils ont coupé mon électricité. »
Je ne peux pas payer toutes mes factures ce mois-ci. Julie grimaça. Je suis désolé, Élise. Peut-être que tu peux demander une avance à Hervé. J'ai déjà essayé ça avant, marmonna Élise. Il a à peine de quoi couvrir les salaires. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. La journée semblait plus lourde à chaque tic-tac de l'horloge. Le gérant d'Élise n'arrêtait pas de lui aboyer des ordres de nettoyage, et un groupe de clients turbulents se plaignit de leurs frites pas assez cuites. En milieu d'après-midi, ses nerfs étaient à vif. Quand la cloche de la porte sonna, elle s'attendit à une nouvelle vague de stress. Au lieu de cela, entra l'homme qu'elle en était venue à considérer comme son réconfort quotidien. Il était trempé par une averse soudaine, l'eau dégoulinant de son trench-coat. Pourtant, il réussit à sourire en voyant Élise. Elle essaya de lui rendre son sourire, mais l'inquiétude devait marquer ses traits car son expression changea instantanément pour de l'inquiétude. « Ça va » demanda-t-il quand elle arriva à sa banquette. Élise força un signe de tête, mais sa voix tremblait. « Je vais bien. Juste une journée difficile. » Il étudia son visage en silence, puis lui adressa un regard chaleureux et compréhensif. « J'espère que les choses s'arrangeront bientôt. » Sa gentillesse menaça de briser son sang-froid, et elle nota rapidement sa commande. Un café noir, un poisson grillé, sans accompagnement. Ses pensées étaient un enchevêtrement. Elle se sentait à la fois attirée par lui et embarrassée par sa situation. Si seulement elle avait un meilleur travail, ou une chance de faire plus de sa vie. Au milieu de son repas, Élise débarrassait une autre table à proximité quand elle l'entendit passer un appel téléphonique. Son ton était feutré, mais elle capta des bribes. « Oui, finalisez l'acquisition et nous les rencontrerons à Bois-Rouge demain. » Il parlait comme quelqu'un d'autorité, quelqu'un habitué à donner des ordres qui changent la vie des gens. Ce n'était pas juste un représentant de commerce ou un consultant. C'était quelqu'un de puissant. Mais Élise chassa cette pensée. Peut-être qu'elle imaginait des choses, qu'elle interprétait trop des fragments de conversation. Pourtant, elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il était plus qu'il n'y paraissait. Cette révélation, même fragmentaire, ajouta une nouvelle couche de complexité à l'énigme qu'il représentait. Son monde, rempli d'acquisitions et de réunions importantes, semblait à des années-lumière de son propre univers de factures impayées et d'incertitudes. La distance entre leurs réalités semblait s'élargir, rendant son béguin à la fois plus excitant et plus désespéré. Quand il demanda l'addition, elle revint avec des mains tremblantes. Sur un coup de tête, et peut-être poussée par le désespoir, elle griffonna une ligne de plus sous le total. « Si vous avez un jour besoin de conseils en marketing, je suis votre femme. » C'était une blague idiote. Elle n'avait aucune qualification professionnelle, mais une lueur d'espoir lui disait que peut-être, juste peut-être, c'était son tremplin vers une nouvelle voie. Il laissa un pourboire de 50 € ce jour-là, bien plus que d'habitude. Le cœur d'Élise s'emballa, mais sa fierté se sentit meurtrie. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'il avait pitié d'elle. Pourtant, cet argent l'aida à rester à flot une semaine de plus, et elle le remercia silencieusement en le regardant partir, sa silhouette disparaissant à nouveau sous la pluie. À l'heure de la fermeture, Élise s'assit sur un tabouret de bar près de la caisse, comptant soigneusement ses pourboires de la journée. Le billet de 50 € du client mystérieux se détachait comme un phare. Julie s'approcha, les bras croisés, un regard entendu dans les yeux. « Alors, vous êtes ensemble maintenant ?» demanda Julie, à moitié en plaisantant, à moitié sérieuse. Élise leva les yeux au ciel. « C'est juste un généreux pourboire. Il ne se passe rien d'autre. » Julie sauta sur le tabouret adjacent, ses cheveux bouclés rebondissant. « Écoute, j'ai vu la façon dont tu le regardes et la façon dont il te regarde. C'est comme si vous essayiez tous les deux de dire quelque chose, mais que vous n'aviez pas le courage. » Les joues d'Élise s'empourprèrent. « Tu imagines des choses. » « Vraiment ? Ou est-ce que quelque chose est en train de naître que tu as trop peur d'admettre ?» Élise effleura le coin du billet de 50 €. « Il est clairement quelqu'un d'important. Nous venons de mondes différents. Même si j'étais intéressé, ça ne mènerait à rien. » Julie soupira, tapotant le dos d'Élise. « Ne te ferme pas au bonheur juste parce que tu as peur. » Élise finit de compter, dit bonne nuit et sortit péniblement dans le froid. Dans le bus qui la ramenait chez elle, elle pensa aux contradictions tourbillonnantes de sa vie. Un quotidien qui l'épuisait, et cette étincelle soudaine de possibilités chaque fois qu'il était là. Mais le destin lui réservait un autre coup dur. Le lendemain, quand Élise arriva au bistrot, Hervé la prit à part. « Nous devrons peut-être fermer le week-end pendant un certain temps, » dit-il, le chagrin gravé sur son visage. « Les affaires sont lentes, et je n'ai pas les moyens de faire tourner l'endroit à plein temps. » Élise sentit son estomac se nouer. « Mais ça veut dire moins de service. »
Je sais, dit Hervé d'un ton d'excuse. Je suis désolé, ma petite. Si les choses ne s'améliorent pas bientôt, je devrais peut-être laisser partir certaines personnes. Avec ce sombre avertissement résonnant à ses oreilles, Élise essaya de se concentrer sur ses tâches. Elle avait besoin de ce travail, aussi maigre soit-il. Les pourboires de ce client mystérieux étaient une aubaine, mais ils ne pouvaient pas résoudre le problème de fond. Plus tard, en essuyant les menus, Élise entendit son gérant grommeler à un collègue à propos d'un nouveau café haut de gamme qui ouvrait dans la rue, leur coupant une partie de leur clientèle. Le sentiment de catastrophe imminente tira sur les nerfs déjà à vif d'Élise. La précarité de sa situation était devenue une présence constante, une ombre qui la suivait même dans les moments d'espoir. La conversation avec Julie et l'avertissement d'Hervé la forcèrent affronter une vérité inconfortable. Son monde fragile pouvait s'effondrer à tout moment, la laissant sans rien. Quand l'homme arriva cet après-midi-là, portant cette fois un costume bleu marine impeccable, Élise ressentit une vague de soulagement. Elle l'accueillit avec un sourire, mais derrière celui-ci se cachait de la tristesse. Il le remarqua immédiatement. « Vous avez l'air soucieuse », dit-il doucement alors qu'elle lui versait son café. Élise força un léger rire. « C'est juste que la semaine a été difficile. » Il sembla sur le point de dire autre chose, mais la sonnerie de son téléphone l'interrompit. Elle remarqua le nom Romain Fournier qui clignotait sur l'écran. Quelqu'un qu'Élise reconnaissait vaguement d'articles de presse. Romain Fournier était un spécialiste du capital risque connu sur la scène technologique lyonnaise pour avoir soutenu de grandes startups. Son mystérieux client pouvait-il être impliqué dans quelque chose d'aussi important? Sa curiosité s'enflamma de nouveau. Qui était cet homme? Pourtant, elle resta silencieuse, posant le sachet de sucre sur sa table avant de se dépêcher de s'occuper d'un autre client. Pendant tout ce temps, ses pensées s'emballaient. S'il était lié à des investisseurs de premier plan comme Fournier, était-il peut-être lui-même un PDG, quelqu'un avec une valeur nette inimaginable pour quelqu'un comme elle? Cette possibilité fit accélérer son pouls. Elle serra fermement son carnet de commandes, essayant de se calmer. Elle n'avait aucune idée de la manière drastique dont sa vie allait bientôt changer. L'écart entre leurs deux mondes semblait se creuser de manière vertigineuse, et pourtant, une partie d'elle-même, audacieuse et téméraire, refusait de se laisser intimider. Elle se sentait comme une actrice dans une pièce dont elle ne connaissait pas le scénario, jouant un rôle face à un partenaire dont elle ignorait tout, y compris le nom. Le mystère qui l'entourait était à la fois une source de fascination et de profonde anxiété. Chaque nouveau détail, comme le nom de Fournier, ne faisait qu'épaissir le brouillard autour de son identité, la laissant se demander si elle était en train de tomber amoureuse d'un homme ou d'un fantôme magnifiquement habillé. Cette incertitude était une torture douce amère, un mélange d'espoir et de peur qui colorait chaque moment passé en sa présence. Elle se surprenait à imaginer des scénarios, des vies possibles, des conversations qu'ils pourraient avoir s'ils n'étaient pas séparés par le comptoir et le silence. Ce jeu de l'imagination était sa seule évasion, un refuge fragile contre la dureté de sa propre réalité. Elle se demandait si elle aurait un jour le courage de lui demander directement qui il était, ou si elle était condamnée à rester une spectatrice silencieuse dans sa propre histoire d'amour potentiel. La peur du rejet était un mur puissant, mais la curiosité était une force tout aussi grande, la poussant lentement mais sûrement vers un point de non-retour. Quelques jours plus tard, les finances d'Élise prirent une nouvelle tournure descendante. Le loyer était en retard. La facture d'électricité planait toujours de manière menaçante, et Hervé venait de supprimer ses services du week-end. Toute la semaine ressemblait à une tempête sans fin dans son esprit. Elle avait besoin d'un miracle, ou du moins d'une sorte de bouée de sauvetage. Après avoir fermé un soir, elle resta pour aider le plongeur, Marc, à nettoyer. Julie était déjà partie. Le bistrot était d'un silence fantomatique, avec pour seule compagnie le bourdonnement des néons et le grondement lointain de la circulation. Alors qu'Élise frottait la dernière assiette, elle sentit une vague de frustration. Elle voulait plus de la vie que de simplement joindre les deux bouts. Elle imagina l'homme qui venait presque tous les jours, laissant maintenant toujours de bons pourboires, toujours si calme et posé. Elle se surprit à désirer sa présence, même juste son réconfort silencieux. Le lendemain, comme invoqué par ses pensées, il arriva pour un déjeuner matinal. Le bistrot était presque vide. Élise lui adressa son sourire habituel et éclatant, mais sentit la tension monter dans sa poitrine. Cette fois, ils discutèrent un peu plus ouvertement. Elle admit qu'elle traversait une période difficile, bien qu'elle gardât les pires détails pour elle. Il écouta attentivement, mais encore une fois, n'offrit pas grand-chose sur lui-même, juste de petits aperçus d'un emploi du temps chargé, d'une affaire majeure qu'il finalisait, et d'un grand voyage à venir. Quand il termina son repas, Élise lui tendit l'addition. Elle hésita. Son pouls battait dans ses oreilles. D'une respiration tremblante, elle prit un stylo et griffonna une note en bas. « J'ai hâte de vous voir tous les jours.
Vous apportez de la lumière à mon monde terne. Je suppose que j'ai un petit béguin pour vous. » Le temps sembla s'arrêter alors qu'elle posait la note, face cachée, sur la table. Le stylo faillit lui glisser des doigts. Venait-elle vraiment d'avouer ça? Elle essaya de ne pas paniquer en se retournant et en se précipitant derrière le comptoir. Le cœur battant, Élise fit semblant de redresser les sachets de sucre. Elle jetait des coups d'œil de temps en temps, le voyant lire ces mots. Une lueur de surprise traversa son visage. Puis, lentement, un doux sourire se dessina sur ses lèvres. Il sortit un stylo en argent de sa poche intérieure. Quand elle trouva enfin le courage de récupérer le reçu, elle découvrit qu'il avait répondu d'une écriture nette et précise. « Je suis flattée, Élise, et j'adorerais discuter davantage, mais le moment est délicat. Je ne suis pas celui que vous pensez. » Sous son message, il laissa un numéro de téléphone. Élise le regarda fixement, les mains tremblantes, l'esprit tourbillonnant de questions. Que voulait-il dire? Pourquoi le moment serait-il délicat? Pas celui qu'elle pensait. Elle remarqua également qu'il avait laissé un pourboire de 100 € cette fois. La vue lui assécha la bouche. Ce n'était pas un homme ordinaire. Cela était certain. Essayant de garder son sang-froid, Élise le regarda sortir, son sac d'ordinateur portable en bandoulière. Dès qu'il fut parti, elle se précipita pour montrer le reçu à Julie, l'excitation et l'appréhension se disputant en elle. Elle était loin de se douter que sa confession mettrait en branle une chaîne d'événements plus dramatiques que n'importe quel roman d'amour qu'elle dévorait pendant ses pauses déjeuner. Ce soir-là, Élise arpentait son appartement miteux, le numéro de téléphone de l'homme brûlant un trou dans sa poche. Elle répéta une douzaine de phrases d'ouverture différentes, mais chaque tentative lui semblait maladroite. Des heures plus tard, les nerfs toujours à vif, elle tapa enfin le numéro sur son téléphone. Il sonna une fois, 2 fois. Elle faillit raccrocher. Puis une voix familière répondit « Allô ?» Son souffle se coupa. « Bonjour. C'est Élise. » Une pause. « Élise Leclerc », ajouta-t-elle. Elle réussit à esquisser un rire nerveux. « Oui. » Sa voix s'adoucit. « Je suis content que vous ayez appelé. » Ils tombèrent dans une conversation facile sur leur journée, le temps, et finalement Élise trouva le courage de demander. « Alors, que vouliez-vous dire par « pas celui que je pense » ?» Un silence pesant suivit. « Je ne sais pas trop comment l'expliquer, » dit-il prudemment. « Mais je dirige une entreprise de technologie. J'ai été à Lyon pour finaliser une transaction importante. Mon emploi du temps est chaotique. » Il marqua une pause, comme s'il cherchait les bons mots. « Je ne voulais juste pas que vous pensiez que j'étais un simple employé de bureau. » La bouche d'Élise s'assécha. Son esprit bourdonnait de révélations. Il confirma qu'il était bien le PDG d'une société appelée Optimatech et qu'il avait bâti sa carrière à partir de rien. Élise se souvint vaguement d'avoir entendu parler d'un PDG local dont la start-up avait explosé après s'être associé à de grands investisseurs, dont le célèbre Romain Fournier. Ce devait être lui. La conversation était à la fois exaltante et terrifiante. Elle ressentit un étrange mélange d'excitation. Elle avait un béguin pour un PDG millionnaire autodidacte et une pointe d'insécurité. Comment pourrait-elle jamais s'intégrer dans son monde? Néanmoins, il lui demanda s'il pouvait se voir un jour en dehors du bistrot. Peut-être un café, peut-être un dîner. Le cœur d'Élise explosa pratiquement de joie. Elle dit oui, et ils convinrent d'un déjeuner décontracté dans un café voisin le samedi suivant. Quand elle termina l'appel, elle poussa un cri si fort que son voisin frappa au mur pour lui demander le silence. Mais au milieu de son excitation, des doutes s'insinuèrent. Elle avait des factures à payer, un avenir professionnel incertain, et à peine de beaux vêtements à porter. Elle se sentait complètement dépassée. Elle se confia à Julie le lendemain, qui poussa des cris de joie et dit à Élise qu'elle l'aiderait à choisir une tenue. « Ne sabote pas ça, » insista Julie. « Il voit clairement quelque chose de spécial en toi. » Élise hocha la tête, ravalant ses craintes. Elle n'aurait peut-être jamais une autre chance d'échapper aux confins de sa vie difficile. Mais elle s'inquiétait aussi de ce qui se passerait si son intérêt n'était que passager. Ou pire, s'il découvrait la gravité de sa situation financière et décidait qu'elle n'était qu'un cas de charité. L'espoir se mêlait à l'anxiété. Le samedi se profilait comme une promesse et une menace. Si tout se passait bien, ce pourrait être le début de quelque chose de magique. Si tout allait mal, elle risquait de perdre non seulement une romance potentielle, mais aussi le fil d'espoir qui la maintenait à flot chaque jour dans ce bistrot. La perspective de ce rendez-vous était comme un phare dans la nuit de son existence, mais elle craignait aussi de s'approcher trop près et de se brûler les ailes. Le samedi arriva, des nuages gris s'amoncelant au-dessus, comme pour menacer de saboter la journée d'Élise. Elle et Julie avaient écumé les friperies plus tôt dans la semaine,
trouvant un chemisier bleu marine simple mais flatteur à associer à son meilleur jean noir. Élise attacha ses cheveux en un chignon lâche, priant pour que la bruine ne le ruine pas avant son arrivée au café. Elle arriva en avance, les nerfs à vif. Le café, le Mariposa, était un endroit confortable connu pour ses thés bio et ses pâtisseries artisanales. Élise choisit une petite table près de la fenêtre. Elle essaya de se calmer en examinant les pâtisseries, mais son estomac se retournait trop pour même envisager de manger. Puis il entra. Pas de costume aujourd'hui. Il portait un pull gris décontracté, un jean foncé, et avait l'air accessible. Il lui adressa un sourire chaleureux, et Élise sentit une vague de soulagement. « Tu es magnifique », dit-il doucement, se penchant pour lui faire une petite étreinte polie. Ses joues s'échauffèrent. « Tu es bien aussi. Je réalise que je ne connais toujours pas ton nom. » Il se figea, puis laissa échapper un petit rire penaud. « Je suppose que je ne me suis jamais officiellement présenté, n'est-ce pas? C'est Daniel. Daniel Rousseau. » Élise le répéta dans sa tête. Daniel Rousseau. Cela semblait surréaliste de le dire à voix haute. Ils commandèrent du thé et des pâtisseries, puis s'installèrent dans une conversation confortable. Daniel posa des questions sur la famille d'Élise, son enfance à Vaux-en-Velin, ses espoirs pour l'avenir. Elle parla franchement de son désir d'étudier le marketing, de sa créativité qu'elle aspirait à développer. À son tour, Daniel partagea ses premières difficultés en grandissant dans une petite ville, enchaînant les petits boulots tout en apprenant le codage la nuit, pour finalement créer un logiciel de niche qui a décollé. Maintenant, il était le fondateur et PDG d'Optimatech, une entreprise technologique de plusieurs millions d'euros qui, selon les rumeurs, envisageait bientôt une introduction en bourse. Il minimisa son succès, mais Élise vit l'étincelle dans ses yeux quand il parlait de son travail. Juste au moment où la conversation tournait vers des sujets plus légers, une petite taquinerie sur qui avait eu la pire expérience au lycée, une femme grande et impeccablement vêtue s'approcha de leur table. Ses yeux balayèrent Élise avec mépris avant de se tourner vers Daniel. « Te voilà », claqua la femme, la voix dégoulinante d'agacement. « J'essaie de te joindre depuis des jours. » Le visage de Daniel se crispa. « Nicole, je t'ai dit que je serais injoignable ce week-end. » Nicole lança à Élise un regard qui la fit se sentir invisible. « Nous devons finaliser l'accord de Bois-Rouge. Les investisseurs tournent autour. Tu ne peux pas continuer à ignorer tes responsabilités. » Une honte brûlante monta aux joues d'Élise. Qui était cette femme? Une partenaire commerciale? Une petite amie? Elle eut soudain l'impression d'avoir interrompu une réunion à laquelle elle n'avait pas le droit d'assister. Daniel se leva, la mâchoire serrée. « Nicole, voici Élise. » Nous étions au milieu d'une conversation privée. Nicole offrit un sourire glacial. « Ravi de vous rencontrer, Élise. Je suis Nicole Adam, directrice financière d'Optimatech. Désolé d'interrompre votre rendez-vous, mais Daniel a des obligations. » Élise se tassa sur son siège. La tension crépitait entre eux. Daniel s'excusa auprès d'Élise, promettant de l'appeler, puis prit Nicole à part pour parler à voix basse. Élise les regarda de loin, ressentant des pointes d'inadéquation. C'était son monde, un tourbillon de grosses affaires et de négociations à enjeux élevés. Il revint, l'air désolé. « Je dois y aller. Je suis vraiment désolé. Je me rattraperai. » Élise força un sourire éclatant. « C'est bon. Je comprends. » Mais le doute rongeait ses entrailles. En le regardant partir avec Nicole, son cœur se serra. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander. Une serveuse avec des factures en retard et un avenir incertain pourrait-elle jamais vraiment s'intégrer dans la vie d'un PDG millionnaire? Les jours qui suivirent furent un flou d'incertitude. Daniel envoya quelques SMS à Élise, s'excusant abondamment pour le départ abrupt et insistant sur le fait qu'il voulait la revoir. Elle répondit poliment, mais l'effervescence de l'excitation s'était estompée, remplacée par un sentiment rongeant de réalisme. Pendant ce temps, les difficultés du bistrot continuaient. Hervé annonça que les heures du personnel seraient à nouveau réduites. Il n'y avait tout simplement pas assez de clients pour garder tout le monde. Le maigre salaire d'Élise chuta davantage, la forçant à faire des choix impossibles. Loyer ou courses, tickets de bus ou factures de téléphone. Un soir tard, Élise termina son service, les épaules lourdes de fatigue et d'inquiétude. Juste au moment où elle s'apprêtait à fermer, une berline noire élégante s'arrêta dehors. Son cœur bondit lorsque Daniel en sortit, ignorant la bruine qui tachait sa chemise impeccable. Il se précipita à l'intérieur, l'air inhabituellement agité. « Élise, on peut parler. » Elle hocha la tête, le conduisant à une banquette. Hervé fit semblant de ne pas remarquer, leur laissant de l'espace. « Je suis désolé, » commença Daniel, passant une main dans ses cheveux.
Le timing de Nicole était terrible. Nous sommes en train de conclure une acquisition majeure à Bois-Rouge, et elle est sur les nerfs. Élise le regarda attentivement. C'est bon. Je comprends. Tu as beaucoup de choses à gérer. Daniel secoua la tête. Ce n'est pas bon. Je veux prendre du temps pour toi, mais j'ai l'impression que mon monde est un chaos et que je t'y entraîne. Elle serra les lèvres, un tourbillon d'émotions l'envahissant. Elle aspirait à faire partie de son monde, même s'il était chaotique. Mais elle ressentait aussi le poids de ses propres problèmes, ceux qui semblaient insignifiants en comparaison des contrats de plusieurs millions d'euros. « Daniel, dit-elle doucement, j'apprécie que tu sois honnête. C'est juste, je ne suis pas sûre de ce que tu attends de moi. Je m'inquiète pour mon travail, mes factures. » Elle s'interrompit, avalant difficilement. « Tu es ce PDG à succès, et je suis. » Il tendit la main à travers la table et prit la sienne. « Tu es talentueuse, intelligente et gentille. Ça vaut plus que n'importe quel titre de poste. » Un frisson d'espoir dansa dans sa poitrine. Mais ensuite il soupira, jetant un coup d'œil à son téléphone. « Je veux que nous voyions où cela mène. » Vraiment. Mais l'affaire de Bois-Rouge arrive à un point critique. Nous avons une réunion du conseil d'administration la semaine prochaine à Genève. Après ça, tout pourrait changer. Ses yeux s'assombrirent d'une inquiétude qu'elle n'avait jamais vue chez lui auparavant. Élise essaya de le rassurer avec un sourire. Prenons les choses un jour à la fois. Sans pression. Daniel hocha la tête, le soulagement inondant son expression. Il serra sa main avant de la lâcher. Merci. Peut-être qu'une fois que ce sera terminé, les choses se calmeront. Je pourrai te montrer mon monde, si tu veux. Malgré ses réserves, le cœur d'Élise s'emballa. Elle raccompagna Daniel jusqu'à la porte, ignorant les regards curieux de Julie et du personnel de cuisine. Alors qu'ils s'éloignaient en voiture, Élise s'appuya contre la porte vitrée, se demandant si elle se dirigeait vers une fin de conte de fées ou un chagrin d'amour qu'elle n'oublierait jamais. L'abîme entre leurs vies semblait à la fois un obstacle insurmontable et un défi excitant. Elle était une funambule marchant sur un fil tendu entre deux gratte-ciel, le sien fait de briques usées et de rêves fragiles, le sien d'acier et de verre étincelant. Une semaine plus tard, Daniel disparut de la scène du bistrot. Pas de SMS, pas d'appel. Élise essaya d'être patiente. Il avait mentionné la réunion du conseil d'administration, l'affaire de Bois-Rouge, mais le doute la rongeait. Julie l'exhorta à rester positive, mais Élise ne pouvait empêcher son esprit d'envisager le pire. Peut-être que Nicole l'avait convaincu que sortir avec une serveuse était mauvais pour son image, ou peut-être qu'il était simplement passé à autre chose. Au bistrot, les choses atteignirent un point de rupture. Hervé prit Élise à part un après-midi et lui expliqua qu'avec le nouveau café qui siphonnait les clients, il ne pouvait plus se permettre de garder plusieurs serveuses. Il la licenciait. « Je suis tellement désolé, » dit Hervé, les yeux remplis d'un regret sincère. « J'aimerais avoir de meilleures nouvelles. » Élise sentit son monde basculer. Toutes les fois où elle avait imaginé quitter le bistrot d'Hervé, c'était selon ses propres termes, en partant la tête haute avec un nouvel emploi. Au lieu de cela, elle était mise à la porte. Elle quitta le bistrot ce jour-là, retenant ses larmes. Sans ce revenu, aussi modeste soit-il, elle ne pourrait pas payer son loyer. Elle se traîna jusqu'à l'arrêt de bus, engourdie, la pluie lyonnaise s'infiltrant dans sa fine veste. À la maison, elle trouva un seul SMS de Daniel. « Je dois rester à Genève plus longtemps. Période folle. J'expliquerai bientôt. » Pas de mots réconfortants, aucun signe qu'elle lui manquait. Elle sentit la piqûre du rejet. C'était peut-être le réveil brutal dont elle avait besoin pour faire face à la réalité seule. Le lendemain, Élise commença à éplucher les sites d'offres d'emploi en ligne, postulant à tout, réceptionniste, centre d'appel, même saisie de données. Elle essaya de ne pas avoir honte. Tout le monde commence quelque part. Ce soir-là, alors qu'elle s'apprêtait à réchauffer une conserve de soupe pour le dîner, son téléphone vibra. C'était Daniel. Elle répondit, la voix tremblante. « Allô ?» Il semblait épuisé. « Élise, je suis désolé d'avoir été injoignable. L'affaire de Bois-Rouge est plus compliquée que prévu. Il y a une faction au conseil d'administration qui s'y oppose, et je pourrais perdre le contrôle de l'entreprise que j'ai fondée. » Élise ferma les yeux, absorbant ces mots. « Je suis désolé. Ça a l'air terrible. » Il laissa échapper un rire amer. « Il ne s'agit pas seulement de moi. Des centaines d'emplois sont en jeu. Je dois négocier prudemment ou les investisseurs pourraient faire appel à un nouveau PDG. » Son cœur se serra en entendant à quel point il était stressé, mais elle sentit aussi sa propre panique monter à propos de la perte de son emploi. Elle hésita avant d'avouer. « J'ai été licenciée du bistrot. » Daniel se tut.
Oh, Élise, c'est terrible. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Elle essaya de garder une voix égale. Je sais que tu as tellement de choses à gérer. Je ne voulais pas te déranger. L'émotion gonfla dans sa voix. Tu n'es pas un dérangement. Tu comptes pour moi. Une larme glissa sur la joue d'Élise. C'était le réconfort dont elle avait besoin. Mais maintenant, ils étaient tous les deux confrontés à des avenirs incertains, bien que dans des ligues très différentes. Deux personnes des extrémités opposées du spectre financier pourraient-elles trouver un fil commun dans le chaos? Ils promirent de se voir dès son retour à Lyon. Quoi qu'il arrive, Élise murmura un vœu silencieux pour affronter ses problèmes de front. Elle en avait fini d'attendre que le destin la sauve. Quelques jours plus tard, Élise était chez elle, affalée devant son ordinateur portable, réécrivant son CV pour la énième fois. Elle avait même envisagé de postuler pour un stage en marketing, bien que la rémunération soit souvent risible, si elle existait. Son téléphone sonna. Daniel. Je rentre demain. On peut se voir. Un tourbillon d'espoir et d'appréhension la parcourut. Elle tapa un oui rapide, et ils convinrent de se retrouver à son appartement, un cadre intime qui fit transpirer ses paumes. Le lendemain, Daniel arriva en taxi. Il avait l'air épuisé, des cernes sous les yeux, mais il réussit un sourire sincère quand Élise ouvrit la porte. Son studio était petit et encombré, mais elle avait fait de son mieux pour ranger, allumant une bougie parfumée à la vanille pour masquer l'odeur de renfermé du désespoir. Daniel s'assit sur son modeste canapé, remarquant les cartons remplis d'effets personnels. « Tu déménages ?» Elle secoua la tête. « Non, je réorganise, j'essaie de voir ce que je peux vendre. Je ne sais pas comment je vais payer le loyer du mois prochain. » Il tendit la main pour prendre la sienne. « Je suis vraiment désolé. » Elle haussa les épaules, forçant un sourire crispé. « C'est comme ça. » Ils parlèrent de l'affaire de Bois-Rouge. Daniel expliqua qu'un groupe d'investisseurs dirigé par nul autre que Romain Fournier poussait pour une expansion immédiate. Daniel, cependant, pensait que c'était trop risqué. L'impasse s'était aggravée. « Si je ne parviens pas à convaincre le conseil, ils feront appel à un nouveau PDG, » dit Daniel, la voix tremblant de colère. « Je pourrais perdre le contrôle de l'entreprise que j'ai bâtie à partir de rien. » Une vague d'empathie submergea Élise. Il se battait pour son entreprise tout comme elle se battait pour sa subsistance. Leur lutte se reflétait de manière inattendue, malgré la différence d'échelle. À ce moment, Élise eut une illumination. « Et si tu préparais un argumentaire marketing détaillé pour montrer aux investisseurs ta vision? Rends-le si convaincant qu'ils ne pourront pas refuser. » Daniel cligna des yeux. « J'ai une équipe pour ça, mais leur approche n'a pas été. Disons simplement qu'elle manque de cœur. » Le propre pouls d'Élise s'accéléra. « Laisse-moi t'aider. C'est mon rêve de faire du marketing. Je n'ai peut-être pas de diplôme, mais j'ai étudié par moi-même. Je pourrais essayer de créer quelque chose avec toi. » Il parut incertain, mais une étincelle s'alluma dans ses yeux. « D'accord, voyons ce que tu as. » Ils passèrent les heures suivantes à réfléchir. Élise nota des idées sur le message de la marque, les angles de responsabilité sociale, et comment créer un lien émotionnel avec les clients et le public. Daniel s'émerveilla de sa compréhension intuitive de la psychologie du marketing, de la façon dont elle peignait des images avec des mots. Au moment où ils terminèrent, la pièce était jonchée de post-it. Épuisé mais excité, Daniel sourit à Élise avec admiration. « Tu es vraiment doué. » Une chaleur l'inonda. C'était comme un moment de triomphe. Pour la première fois depuis des semaines, ils ressentaient tous les deux un sentiment renouvelé d'espoir. Main dans la main, ils se regardèrent avec un mélange de soulagement et quelque chose de plus profond, quelque chose comme l'amour naissant au milieu du chaos. Cette collaboration impromptue avait créé un pont entre leurs deux univers, un espace où ses difficultés et son talent pouvaient enfin trouver un écho dans son monde de chiffres et de stratégie. Une semaine plus tard, Élise se retrouva à entrer dans un monde qu'elle n'avait jamais vu qu'à la télévision ou dans les magazines sur papier glacé. Daniel avait insisté pour qu'elle l'accompagne à la réunion cruciale du conseil d'administration au siège d'Optimatech. Il avait dit que sa contribution était essentielle à la présentation, bien qu'Élise soupçonnât qu'il voulait aussi son soutien moral. Elle portait la meilleure tenue professionnelle qu'elle avait pu assembler à partir de trouvailles en friperie, une jupe noire élégante et un chemisier blanc impeccable. Ses nerfs menaçaient de la consumeur alors qu'elle montait dans l'ascenseur jusqu'au 35e étage avec Daniel à ses côtés. Il lui serra la main pour la rassurer. À l'intérieur de la salle de conférence étincelante, des cadres polis en costume sur mesure étaient alignés autour d'une table en acajou. À la tête se trouvait Romain Fournier, aux cheveux argentés et aux yeux vifs et calculateurs. Nicole Adam, la directrice financière, avait l'air aussi posée et froide que jamais, reconnaissant à peine la présence d'Élise.
Daniel commença la réunion d'un ton calme mais confiant, exposant sa vision de l'acquisition de Bois-Rouge. Puis il présenta Élise comme une consultante qui avait aidé à affiner leur approche marketing. Des murmures et des sourcils levés parcoururent la salle. Le cœur d'Élise battait la chamade. Sa voix trembla légèrement au début, mais elle continua. Elle parla de l'authenticité de la marque, de la création d'un lien émotionnel avec les clients et de la manière dont l'approche écologique de Bois-Rouge pourrait parfaitement s'intégrer aux objectifs de durabilité d'Optimatech. Elle avait intégré des histoires réelles, des succès d'employés, l'impact sur la communauté. Étonnamment, les membres du conseil se penchèrent en avant, intrigués. Même le regard dur de Fournier s'adoucit alors qu'Élise peignait une vision pleine d'espoir, une qui reposait moins sur une expansion agressive et plus sur la valorisation des forces existantes. Après qu'Élise eut terminé, Daniel montra quelques diapositives détaillant les projections financières. Avec l'aide d'Élise, ils avaient présenté Bois-Rouge comme un partenariat à long terme plutôt qu'une prise de contrôle risquée. La synergie était claire, et le conseil était visiblement impressionné. Nicole, cependant, resta stoïque. Elle souligna les écueils potentiels, mettant en évidence que l'acquisition de Bois-Rouge pourrait encore nécessiter un capital important, mais l'ambiance dans la salle changeait en faveur de Daniel. Finalement, Fournier prit la parole, sa voix mesurée. « Daniel, votre approche est convaincante, et je dois dire que cet angle marketing est nouveau. Cependant, le conseil a besoin d'être assuré que votre direction peut gérer les risques possibles. » Daniel déglutit, jetant un coup d'œil à Élise. Elle lui offrit un signe de tête rassurant. Il redressa les épaules. « J'ai bâti cette entreprise à partir de rien. J'ai toujours équilibré l'innovation avec la prudence. Avec Bois-Rouge, nous investissons dans un marché en croissance. Nous ne pouvons pas laisser la peur étouffer les opportunités. » Un silence tendu emplit la pièce. Fournier regarda les autres membres du conseil qui hochaient tranquillement la tête, échangeant des murmures d'approbation. Finalement, Fournier se pencha en arrière, tapotant un stylo contre la table. « Très bien, dit-il. Nous allons avancer avec votre plan, à une condition. » Daniel se tendit. « Oui. » Le regard de Fournier se posa sur Élise. « Votre consultante continue d'affiner la stratégie marketing avec vous. » Les joues d'Élise brûlèrent, mais Daniel rayonna. « Absolument, dit-il, le soulagement l'envahissant. À cet instant, il semblait qu'ils avaient remporté une victoire monumentale. Mais alors qu'Élise croisait le regard glacial de Nicole, elle sentit qu'il pourrait y avoir encore des batailles à mener. La nouvelle de la réunion réussie du conseil d'administration se répandit rapidement dans les couloirs d'Optimatech. Les employés chuchotaient à propos de la mystérieuse consultante qui avait sauvé l'affaire Bois-Rouge. Certains regardaient Élise avec curiosité, d'autres avec une admiration non dissimulée. Au milieu de l'atmosphère de félicitations, Daniel et Élise trouvèrent un moment seuls dans son bureau, un espace élégant et moderne surplombant les toits de Lyon. Il la prit dans ses bras pour une étreinte reconnaissante. « Je ne peux pas assez te remercier, » murmura-t-il. « Tu as sauvé cette entreprise, mon entreprise. » Elle rit, encore essoufflée par cette matinée écrasante. « Ne sois pas ridicule. C'est toi qui as fait le travail. J'ai juste offert une perspective. » Il la regarda avec une intensité qui lui donna des frissons. « Tu es incroyable, Élise. » Pendant un moment, ils savourèrent simplement la victoire. Puis Daniel s'éclaircit la gorge. « Maintenant que nous avons réglé l'affaire Bois-Rouge, nous pouvons aller de l'avant. Je vais m'assurer de formaliser ton rôle. Un poste rémunéré, évidemment. » Élise cligna des yeux. « Un poste rémunéré chez Optimatech. » Ses lèvres se courbèrent en un sourire. « Tu es talentueuse et je serais un idiot de ne pas t'embaucher. » Son cœur s'emballa à cette idée, mais son estomac se noua. Elle était une serveuse au chômage il y a quelques jours à peine, sans diplôme officiel en marketing. Le reste de l'entreprise l'accepterait-il? Avant qu'elle ne puisse répondre, Nicole Adam entra, ses talons claquant sur le sol poli. Son sourire poli était mince. « Félicitations, » dit Nicole, « son ton neutre. Romain Fournier est content de la réunion, mais nous avons un nouveau défi. » Elle tendit une tablette à Daniel, montrant une série de projections financières. « Nous recevons des résistances de la part des actionnaires de Bois-Rouge. Ils veulent s'assurer que nous honorons leur engagement envers des pratiques de travail équitables. Cela va nécessiter plus de capital initial que prévu. » Daniel étudia les chiffres, sa mâchoire se crispant. « Nous pouvons nous en accommoder si nous ajustons le calendrier. » Nicole jeta un coup d'œil à Élise. « Oui, mais Fournier insiste aussi pour un retournement rapide. Si nous ne livrons pas, nous risquons de perdre la confiance des investisseurs. » La tension monta dans la pièce.
Élise pouvait voir la frustration dans les yeux de Daniel. Il venait de franchir un obstacle pour en affronter un autre. Mais elle rassembla son courage et prit la parole. Si les actionnaires de Bois-Rouge valorisent le travail équitable, nous devrions le souligner dans notre marketing. Le transformer d'un obstacle en un point fort. Montrer au monde que nous privilégions aussi les normes éthiques. Nicole lui lança un regard qui aurait pu geler de la lave, mais Daniel hocha la tête, pensif. Oui, c'est un excellent angle. Nous pouvons l'intégrer dans notre message de marque. Nicole, rassemblons l'équipe financière et voyons comment nous pouvons réorganiser les budgets. La posture de Nicole se raidit. Elle offrit un signe de tête sec et partit, laissant derrière elle un air épais de tension non dite. Daniel expira, se frottant le front. Elle n'est pas fan du risque, et elle se méfie définitivement de toi. Élise força un petit sourire. J'ai remarqué. Pourtant, une étincelle de détermination s'alluma en elle. Elle n'était pas étrangère au défi. Si c'était le prix à payer pour entrer dans le monde de Daniel et forger son propre rêve, elle était prête à le payer. Chaque jour qui passait, Élise s'immergeait davantage dans ses nouvelles responsabilités marketing chez Optimatech. Elle n'était pour l'instant qu'une contractuelle temporaire, mais l'expérience était exaltante. Elle travaillait aux côtés de l'équipe de Daniel, rédigeant des propositions, peaufinant des argumentaires et brainstormant des stratégies pour garantir que la position éthique de Bois-Rouge devienne la marque de fabrique d'Optimatech. Sa vie changea radicalement. Au lieu de se lever à l'aube pour servir du café, elle se rendait maintenant dans un bureau en hauteur. Elle échangea son tablier taché de graisse contre des tenues de bureau qu'elle achetait petit à petit avec ses nouveaux salaires. Ce n'était pas luxueux, mais c'était assez pour l'aider avec le loyer, les courses et même la facture d'électricité en retard. Malgré les améliorations, l'anxiété rongeait toujours Élise. En parcourant les couloirs, elle surprenait des remarques désobligeantes de quelques employés qui lui en voulaient de son ascension rapide. La rumeur s'était répandue qu'elle était une ancienne serveuse sans diplôme officiel. Certains chuchotaient qu'elle n'était que le projet personnel de Daniel, ou pire, sa liaison. Les rumeurs la blessaient, et Élise essayait de garder la tête haute. Daniel sentait son trouble et l'assurait que son travail parlait de lui-même. Pourtant, un soir, alors qu'ils avaient enfin un moment seul, elle lui confessa ses craintes. « J'ai l'impression de ne pas être à ma place ici », murmura-t-elle, regardant par la fenêtre de l'appartement-terrasse de Daniel. Il l'avait invité pour un dîner fait maison, bien que « fait maison » signifiait des plats traiteurs dans de jolis chauffe-plats. Daniel passa un bras autour de sa taille. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui méritait plus sa place ici. Tu es brillante, Élise. » Elle leva les yeux vers lui, les larmes menaçant de couler. « Les gens parlent. Ils disent que je ne suis personne. Que tu m'as fait entrer seulement parce que nous sommes. » Il la fit taire, doucement, passant un pouce sur sa joue. « Laisse-les parler. Tant que je serai PDG, tu auras ta place ici. Et si l'accord de Bois-Rouge cimente ma position, nous leur prouverons à tous qu'ils ont tort. » Élise sourit à travers les larmes. Il l'attira dans un baiser tendre et, un instant, le reste du monde disparut. Mais la vie s'arrête rarement pour des interludes romantiques. À mesure que l'intégration de Bois-Rouge avançait, les tensions s'intensifiaient. Nicole devenait de plus en plus impatiente face aux contraintes budgétaires. Fournier exigeait des mises à jour hebdomadaires et les actionnaires de Bois-Rouge insistaient sur des audits stricts. Daniel était sous une pression immense, et Élise le ressentait aussi. Leurs escapades autrefois heureuses, les appels téléphoniques tard le soir, les SMS doux se transformèrent en échanges rapides sur les délais et les livrables. Daniel travaillait parfois jusqu'à 2 heures du matin. Élise le trouvait endormi à son bureau, des papiers éparpillés partout, le téléphone vibrant sans arrêt. Leur lien personnel en souffrait. Quand ils parvenaient à passer une courte soirée ensemble, l'épuisement pesait lourdement. Leur étincelle romantique s'estompait derrière un voile de stress. Une nuit, Élise arriva chez Daniel, espérant un dîner douillet. Au lieu de cela, elle le trouva enfermé dans un appel téléphonique houleux avec Fournier, frappant du poing sur la table. Nicole était là aussi, les bras croisés, regardant Élise comme si elle était une intruse. Cette nuit-là, Élise partit sans même une étreinte. Elle réalisa que l'amour, même profond, pouvait flancher sous le poids de la guerre d'entreprise et des insécurités personnelles. Elle se demanda si c'était le début de la fin, ou s'ils avaient encore la force de se battre pour ce qu'ils avaient construit ensemble. Au moment où l'acquisition de Bois-Rouge devait être lancée publiquement, Daniel était un homme au bord du gouffre. Réunion sur réunion, appels urgents, communiqués de presse, tout s'accumulait. Élise, elle aussi, jonglait avec une montagne de tâches, essayant de finaliser la campagne marketing et de se coordonner avec l'équipe de Bois-Rouge. Un soir, un conflit critique éclata.
Boisrouge insistait sur un événement de presse séparé mettant en avant leur pratique de travail éthique, tandis que Fournier voulait une déclaration unifiée axée sur la vision plus large d'Optimatech. Élise et Daniel proposèrent une approche équilibrée, mais Fournier les accusa de diluer la marque de l'entreprise, tandis que Boisrouge menaçait de se retirer si leur mission était éclipsée. Tiraillé entre deux groupes puissants, Daniel sombra dans le désespoir. Nicole attisa les flammes en soulignant les répercussions financières de chaque décision. « Si Boisrouge se retire maintenant, nous serons en rupture de contrat », lança-t-elle à Daniel lors d'une conférence téléphonique houleuse avec Fournier et les représentants de Boisrouge en ligne. Fournier était tout aussi catégorique. « Le compromis est une bonne chose, Daniel, mais nous ne pouvons pas paraître faibles face au marché. » Élise tenta de servir de médiatrice, sa voix se brisant. « Et si nous lancions deux campagnes simultanées, l'une axée sur l'éthique du travail de Boisrouge, l'autre sur la synergie plus large d'Optimatech ?» Fournier la coupa. « C'est le double du travail et le double du coût. Êtes-vous sûr d'avoir les moyens, mademoiselle Leclerc ?» Son ton dégoulinait de condescendance, et les joues d'Élise brûlèrent. Daniel se porta à sa défense, louant son dévouement et ses idées novatrices. Fournier céda et les représentants de Boisrouge acceptèrent de reconsidérer s'ils voyaient un plan tangible d'ici lundi. Après la fin de l'appel, Daniel s'effondra dans son fauteuil, la tête dans les mains. « J'en ai tellement marre de tout ça. » Élise s'agenouilla à côté de lui. « Nous allons trouver une solution. » Il la regarda, les yeux remplis de frustration et de quelque chose qui ressemblait à de la défaite. « J'aimerais pouvoir fuir tout ça. Juste toi et moi. » La vulnérabilité brute dans sa voix faillit la briser. Elle prit sa main. « C'est bientôt fini. Une fois l'accord finalisé, peut-être que les choses se calmeront. » Mais au fond d'elle, Élise n'en était pas sûre. Le succès de l'accord dépendait de la satisfaction de trop d'intervenants aux intérêts divergents. Elle craignait que la pression n'écrase Daniel ou ne les déchire. Cette nuit-là, Élise quitta le bureau tard. Daniel insista pour rester afin de rédiger le nouveau plan. Elle proposa de rester, mais il l'exhorta doucement à rentrer chez elle et à se reposer. « Tu en as assez fait, » dit-il doucement, caressant sa joue. Elle descendit seule dans l'ascenseur, regardant son reflet dans les portes métalliques. Était-ce sa vie maintenant? Autrefois serveuse se battant pour des miettes, maintenant consultante en marketing dans un drame d'entreprise à enjeux élevés. Elle se sentait comme une imposture, s'accrochant au reste d'une relation qui pourrait ne pas survivre. En sortant dans l'air frais de Lyon, son téléphone vibra avec un seul SMS de Daniel. « Merci de croire en moi. » Une larme glissa sur sa joue. Elle répondit « Toujours. » Et elle le pensait, bien qu'elle sentît qu'il se dirigeait vers un point de bascule qui les forgerait plus étroitement ou les briserait irrémédiablement. Le lundi se leva, maussade. Et froid. Élise arriva tôt au bureau pour finaliser l'approche de la double campagne. Elle travailla sans relâche toute la matinée, se coordonnant avec l'équipe marketing de Boisrouge pour mettre en avant leurs initiatives en matière de travail et simultanément, élaborant le message de synergie plus large d'Optimatech. À midi, Daniel la rejoignit, des cernes sous les yeux. Nicole planait, le visage de pierre, vérifiant les projections de coûts. Fournier appela de New York, sa voix crépitant à travers le haut-parleur. Les représentants de Boisrouge scrutèrent chaque détail, posant occasionnellement des questions ou soulevant des préoccupations. Après des heures de va-et-vient, Fournier stupéfia tout le monde en exprimant son approbation. « Je pense que cela pourrait fonctionner, » dit-il, son ton respectueux à contre-cœur. Les représentants de Boisrouge exprimèrent également un optimisme prudent. Des acclamations et des applaudissements éclatèrent dans la salle de conférence. Certains membres du personnel se serrèrent la main, et Élise sentit les bras de Daniel l'entourer dans une étreinte spontanée. Elle rit, des larmes de soulagement lui montant aux yeux. Il l'avait fait, trouver un terrain d'entente fragile qui pourrait bien tenir. Mais au milieu de la célébration, Nicole fit signe à Daniel de la suivre dans une pièce adjacente. Élise les regarda disparaître, l'estomac noué. Une autre crise se profilait elle s'occupa à ranger des documents jusqu'à ce que Daniel revienne, le visage illisible. Il prit Élise par la main et la conduisit à son bureau. Fermant la porte, il parla doucement. « Nicole veut aborder les rumeurs à notre sujet. » Le cœur d'Élise se serra. Des rumeurs. Il hocha la tête, la mâchoire crispée. Certains membres du personnel se plaignent que nous sommes. Eh bien, que votre position n'est pas légitime. Ils disent que j'ai fait preuve de favoritisme en vous embauchant. Une vague de blessures et d'indignation submergea Élise. Mais mon travail parle de lui-même. Daniel lui caressa doucement le visage. Je sais, tu as prouvé ta valeur 100 fois,
mais Nicole pense qu'il serait sage que nous prenions nos distances publiquement. Au moins jusqu'à ce que l'accord de Bois-Rouge soit entièrement signé. Une boule se forma dans la gorge d'Élise. Tu veux dire, faire semblant que nous ne sommes pas? Il hocha la tête, misérable. Juste jusqu'à ce que tout soit réglé. Si Fournier ou Bois-Rouge a vent de frictions internes, cela pourrait leur donner un avantage. Si le personnel pense que je mélange affaires et plaisir, cela pourrait saper notre crédibilité. Les larmes menaçaient, mais Élise les repoussa. Elle comprenait la nécessité politique, mais ça faisait mal. Elle avait fait tant de chemin pour qu'on lui dise de cacher ses sentiments. « D'accord, » murmura-t-elle, « si c'est ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise et pour toi. » Daniel l'attira dans une étreinte serrée, posant son menton sur sa tête. « Je suis désolé. Je déteste faire ça, mais une fois l'accord scellé, personne ne pourra nous séparer. » Elle s'accrocha à cette promesse, bien qu'une voix dans sa tête s'inquiétât que ce ne soit jamais aussi simple. L'amour exige souvent des sacrifices, et Élise était prête à en faire si cela signifiait un véritable avenir avec l'homme qui avait changé sa vie. Pourtant, en se détachant de l'étreinte de Daniel, elle se demanda si tous ces compromis n'éroderaient pas finalement les fondations de ce qu'ils avaient construit. L'amour pouvait-il vraiment s'épanouir dans l'ombre? Après une autre semaine intense de négociations, l'acquisition de Bois-Rouge fut enfin signée. Toute l'entreprise bourdonnait d'excitation. Les médias saluèrent ce partenariat comme un modèle remarquable de collaboration éthique et innovante. Fournier, dans un rare élan de magnanimité, publia une déclaration louant le leadership de Daniel. Nicole compila consciencieusement des rapports financiers montrant une hausse de la confiance des investisseurs. Pour Élise, l'achèvement de l'accord apporta un tourbillon d'émotions mitigées. D'une part, elle ressentait une immense fierté. Elle avait contribué à quelque chose de monumental, utilisant ses instincts marketing d'une manière dont elle n'avait autrefois que rêvé. D'autre part, elle et Daniel restaient distants au bureau, échangeant à peine plus que des politesses professionnelles. La façade lui pesait lourdement, mais le soir de la clôture de l'accord, Daniel lui demanda de le retrouver dans un lieu privé, un petit et élégant jardin sur le toit au centre de Lyon. Élise arriva, le cœur battant. De douces lumières scintillaient le long des balustrades du jardin, et la silhouette de la ville s'étendait dans un panorama à couper le souffle. Daniel se tenait près d'une table dressée avec des flûtes de champagne et un simple bouquet de fleurs sauvages. Il avait l'air plus détendu qu'il ne l'avait été depuis des semaines, un tendre sourire illuminant ses traits. Elle s'approcha, les nerfs à vif. « C'est magnifique ici. » Il prit ses mains dans les siennes. « Tu mérites de belles choses, Élise. » Une douce brise ébouriffa ses cheveux, et elle remarqua une poignée de pétales blancs flottant dans l'air, une touche de magie dans la nuit urbaine. Daniel lui tendit une coupe de champagne, et ils trinquèrent en une célébration silencieuse. « À Bois-Rouge, » dit Élise avec un sourire. « À nous, » répondit Daniel, une nouvelle lueur dans les yeux. Ils sirotèrent le champagne, la tension entre eux se dissipant. Il posa sa coupe et l'attira doucement plus près. « Je ne peux plus nous garder secret, » murmura-t-il. « L'accord est conclu. Je veux que le monde sache à quel point tu comptes pour moi. » Les yeux d'Élise se remplirent de larmes. Elle avait attendu si longtemps qu'il dise ces mots. Il se pencha et ils partagèrent un baiser lent et amoureux sous les lumières de la ville. Quand ils se séparèrent enfin, Élise rit à travers ses larmes. Alors, plus besoin de se cacher. Daniel secoua la tête, la détermination inscrite sur son visage. Plus besoin de se cacher. Tu n'es pas juste une serveuse ou ma consultante. Tu es la femme que... Il s'arrêta, l'émotion lui coupant le souffle. La femme que j'aime. Le cœur d'Élise faillit éclater. Elle avait été tellement absorbée par le chaos de l'entreprise qu'elle n'avait pas osé espérer une telle déclaration. Mais maintenant, sous les étoiles, il le disait avec une clarté absolue. « Je t'aime aussi », murmura-t-elle, les larmes coulant librement maintenant. Ils restèrent là, enlacés, la ville vibrant autour d'eux. C'était un triomphe bien plus grand que n'importe quelle victoire commerciale. À ce moment, Élise crut que l'amour pouvait vaincre les plus grands obstacles, que les uniformes de serveuse et les costumes de salle de conseil aillent au diable. Le lendemain, Daniel tint sa promesse. Lors d'un rassemblement informel de l'entreprise pour célébrer l'accord de Bois-Rouge, il présenta Élise, non seulement comme consultante, mais comme sa compagne. Une vague de silence choqué balaya la pièce avant d'éclater en applaudissements prudents. Certains collègues semblaient surpris, d'autres simplement acceptants. Fournier offrit un signe de tête approbateur, et les représentants de Bois-Rouge les félicitèrent même. Nicole, cependant, resta distante, son expression illisible. Plus tard, elle prit Élise à part, les bras croisés. « J'espère que vous savez ce que vous faites, » dit-elle froidement. Élise soutint son regard. «
Je crois en la vision de Daniel et je crois en lui. Les lèvres de Nicole se pressèrent en une ligne mince. Alors j'espère, pour le bien de tous, que votre relation personnelle ne compromettra pas l'entreprise. L'avertissement la piqua, mais Élise choisit de ne pas s'engager dans une confrontation plus poussée. Elle était déterminée à faire ses preuves par son travail. Dans les semaines qui suivirent, Élise s'intégra plus pleinement au département marketing d'Optimatech, devenant rapidement un membre indispensable de l'équipe. Elle suivit quelques cours en ligne le soir pour renforcer ses connaissances formelles. Daniel insista pour couvrir les frais de scolarité, mais Élise refusa. « Je m'en occupe », dit-elle, déterminée à être indépendante. Leur relation s'épanouit au grand jour. Ils s'octroyaient de rapides déjeuners dans les cafés voisins, main dans la main. Parfois, Daniel passait au bureau d'Élise avec un café juste pour dire bonjour. En dehors du travail, ils exploraient la ville, visitant des expositions d'art, se promenant dans les parcs et faisant même du bénévolat dans un centre communautaire local. La confiance d'Élise monta en flèche. Elle déménagea enfin de son studio miteux pour un appartement légèrement plus grand qu'elle pouvait se permettre avec son nouveau salaire. Ses parents lui rendirent visite, bouleversés et fiers de la transformation de leur fille. Julie, elle aussi, célébra le succès d'Élise, bien qu'elle soit restée chez Hervé. « Un jour, je trouverai ma propre grande chance », plaisanta Julie, serrant Élise dans ses bras après une visite le week-end. Pourtant, au milieu de cette nouvelle joie, Élise n'oublia jamais la lutte qu'il avait menée ici. Elle se souvenait encore de la douleur d'attendre près de la fenêtre du bistrot un client qui pourrait laisser un pourboire décent. Elle restait reconnaissante pour chaque opportunité qui se présentait. Un soir frais, alors qu'elle et Daniel se tenaient sur le balcon de son appartement surplombant les lumières de la ville, il lui demanda doucement « Le bistrot te manque parfois ?» Élise pensa aux banquettes en vinyle usé, au cliquetis de la vaisselle, à l'odeur de café bon marché. Elle sourit tristement. « Parfois, la simplicité me manque. Mais la lutte ne me manque pas. » Il passa un bras autour de ses épaules. « Je suis content que tu sois là avec moi, à construire un avenir. J'ai besoin de toi à mes côtés. » Ils restèrent là, à contempler les étoiles. L'accord de Bois-Rouge avait catalysé non seulement la croissance de l'entreprise, mais aussi l'évolution personnelle d'Élise. Elle n'était plus la serveuse timide griffonnant des confessions sur des reçus. Elle était Élise Leclerc, une professionnelle du marketing avec un avenir brillant et un amour profond et durable qu'elle n'aurait jamais cru possible. Les mois passèrent et Optimatech prospéra sous la direction de Daniel. Le partenariat avec Bois-Rouge s'épanouit, célébré par les initiés de l'industrie comme un modèle de collaboration éthique. Les campagnes marketing d'Élise furent louées pour leur narration authentique, et elle se retrouva bientôt à gérer une petite équipe. Des rumeurs d'une introduction en bourse d'Optimatech refirent surface, et Fournier était de retour, encourageant un lancement stratégique. Nicole, bien que toujours prudente avec Élise, ne pouvait nier ses contributions. Peu à peu, un respect difficile se forma entre elles. Un après-midi d'automne vif, Daniel invita Élise à un gala de charité chic. Elle s'inquiéta de ce qu'elle allait porter, ressentant une pointe d'insécurité. Mais Daniel la rassura. « Sois juste toi-même », dit-il, déposant un doux baiser sur son front. Au gala, Élise sentit les regards sur elle, certains venant de l'élite de la société qui reconnaissait Daniel, mais elle garda la tête haute. Après tout, son parcours d'une serveuse en difficulté à une stratège marketing respectée était quelque chose dont elle pouvait être fière. Plus tard dans la nuit, dans l'intimité de leur voiture, Daniel prit la main d'Élise. « Il y a quelque chose que je veux te demander. » Le cœur d'Élise battait la chamade. Son regard était sérieux, affectueux. Il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Le temps sembla ralentir alors qu'il l'ouvrait, révélant une bague délicate avec un seul diamant. Étincelant. « Élise Leclerc, » dit-il, la voix légèrement tremblante. « Je suis tombé amoureux de toi autour de tasses de café et de notes griffonnées sur des additions de bistrot. Tu as transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes brouillèrent la vision d'Élise. Elle pensa à toutes les nuits où elle avait survécu avec des centimes, aux humiliations et aux chagrins, et à la façon dont sa vie avait changé de la manière la plus extraordinaire. « Oui », murmura-t-elle, la gorge serrée par l'émotion. « 1000 fois oui. » Dans le silence de ce moment, avec les lumières de la ville scintillant à l'extérieur de la fenêtre de la voiture, l'ancien monde et le nouveau monde d'Élise convergèrent. La serveuse pauvre qui avait un jour osé avouer son béguin pour un client mystérieux était maintenant fiancée à un PDG millionnaire, et elle ne vivait plus seulement un conte de fées. Elle avait gagné sa place à ses côtés, construisant un pont entre leurs deux vies très différentes. Ils scellèrent leur promesse par un baiser. Des larmes de joie se mêlant au rire. Leur histoire,
née dans les banquets exigus du bistrot d'Hervé, avait bouclé la boucle. Pourtant, à bien des égards, elle ne faisait que commencer. Pour Élise, la morale était claire. L'amour est une force puissante, capable de transcender les clivages de classe et les insécurités personnelles. Mais ce n'était pas seulement le destin qui les avait réunis. C'était son propre courage, sa résilience et sa volonté de se battre pour son rêve. Et alors que Daniel la tenait près de lui, elle réalisa que parfois, les plus grandes fortunes de la vie ne sont pas seulement une question de richesse, mais de trouver cette personne unique qui croit en vous, peu importe d'où vous venez. Leur avenir s'étendait devant eux, une toile vierge prête à être peinte avec les couleurs vives de leurs espoirs et de leurs ambitions partagées.